Parti. Bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette cinquième formation de notre cycle Aviation et justice climatique qui donc s'intéresse à la réduction des déplacements professionnels en avion avec que ce soit dans les entreprises, dans les organisations, dans les universités pour essayer justement de faire en sorte que les voyages d'affaires soient moins faits en avion et plus par des moyens de transport terrestres. Euh, donc on verra des idées concrètes qui permettent de mettre en œuvre ce type de préconisation et on verra comment aussi essayer d'aller porter la bonne parole au sein de son organisation pour pouvoir faire en sorte que les déplacements professionnels en avion diminuent. C'est aussi, donc, pour information, cette formation, elle a une version atelier que je vous présenterai la semaine prochaine, qui est destinée à être donnée directement dans les organisations. Donc là, moi, ce que je fais, c'est plutôt la formation un peu méta, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le contenu, mais je vais aussi prendre un peu de recul et vous expliquer comment prêcher la bonne parole dans une organisation grâce donc au contenu atelier. Et donc le contenu atelier, pour information, il contient à la fois des notions de base sur l'impact de l'avion sur le climat, et donc des notions qu'on a vues dans la première formation, aviation et justice climatique, notions de base, mais aussi du coup des choses que l'on voit là maintenant tout de suite. Donc, pour information, on va d'abord parler des déplacements professionnels en avion, pourquoi ils sont un problème en particulier. Et puis, on verra quelques exemples d'entreprises ou d'organisations, ici l'Université de Gand, qui ont choisi de se fixer des objectifs pour recourir moins à l'avion. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire nous, au sein de notre organisation ou bien en tant que personne extérieure pour essayer de pousser les entreprises à moins recourir à l'avion. Euh, alors, tout d'abord, je vous propose de mettre dans le chat euh, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important que les entreprises et les organisations réduisent les déplacements professionnels en avion? Est-ce que vous avez des expériences personnelles par rapport à ça? Qu'est-ce que vous espérez de retirer de cette formation? Donc, je vous laisse un petit temps pour pouvoir écrire dans le chat ce que vous en pensez. Parce qu'après tout, les voyages en avion pour le travail, c'est pas le gros des voyages en avion, si? Alors, intéressant, retour des Leonardo. Toutes les universités où j'ai travaillé jusqu'à présent utilisaient le critère le moins cher possible. Et donc, le moins cher, c'est souvent l'avion. Effectivement, comme on l'a vu dans plusieurs modules, le train n'est pas concurrentiel par rapport à l'avion, pour plein de raisons, mais en particulier parce que la fiscalité est inadaptée. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres retours, d'autres réactions par rapport à ces questions et cette thématique? Euh, dans, Jean nous dit, dans mon établissement, surtout le temps, Toulouse-Paris. D'accord, donc le temps de trajet entre Toulouse et Paris est effectivement bien moindre en avion qu'en train. Euh, Claire, les voyages et les séminaires d'entreprise sont aussi du loisir, non? Alors non, pas tout à fait. Enfin, en tout cas, dans les différentes études qu'on a pu vous présenter dans ces modules, euh, on différenciait les voyages d'affaires des voyages de loisirs et les voyages de loisirs sont effectivement ceux qui progressent le plus désormais. Post-Covid, les voyages d'affaires ont repris beaucoup moins fort que les voyages de loisirs. Et à l'heure actuelle, les voyages de loisirs représentent 75% des voyages des Français. Anthony nous dit le voyage d'affaires en cabine business première représente plus d'émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait, ça c'est très juste et on va le voir plus tard, mais il se trouve que comme le siège prend plus de place, et bien au prorata, on peut moins remplir l'avion, donc nécessairement on a d'émissions de gaz à effet de serre pour ce siège en particulier. Euh, et Elisabeth nous dit que les entreprises devraient donner l'exemple. C'est vrai aussi, parce que effectivement, si les entreprises ne le font pas, je vois pas pourquoi les gens le feraient.
dans leur environnement privé. Et Yanis nous parle de vols courts ou moyen courrier pour 2, 3 jours de conférence. Les chercheurs peuvent prendre plusieurs fois l'avion dans l'année, plus sur leur trajet personnel, donc un bilan de carbone très élevé pour les chercheurs. Effectivement, ça, c'est une réalité assez importante. Et Elisabeth nous dit qu'on prenait le train il y a 30 ans en Allemagne et puis maintenant l'avion depuis 20 ans. Donc effectivement, il y a eu un changement dans les mœurs, un changement culturel qui va falloir s'agir de... Attendez, je sais plus parler français. Il va, il va falloir transformer ça à nouveau dans l'autre sens. Et Jean nous dit un effet statutaire encore à l'œuvre. Effectivement, les gens qui prennent l'avion pour le travail sont souvent des personnes qui sont haut placées dans la hiérarchie et le fait de prendre l'avion pour le travail euh, est finalement une sorte de récompense ou en tout cas un marqueur de leur statut social au sein de l'entreprise. Ça, c'est très vrai et c'est aussi quelque chose qui est très difficile à contrer. Euh, eh bien, merci à toutes et tous pour vos réponses et réactions dans le chat. C'est hyper intéressant. On commence sur les chapeaux de roue. Et donc, je vais commencer à redonner les raisons pour lesquelles l'avion, dans le cadre professionnel, il faut le réduire. En fait, tout d'abord, les déplacements professionnels en avion, ils représentent une part importante de l'empreinte carbone de l'entreprise. Ça, c'est vraiment très important, à part si l'entreprise, c'est Total. En fait, si vous n'avez pas une activité particulièrement polluante, eh bien, il se trouve que c'est vraiment les voyages, et en particulier en avion, qui vont être la part la plus importante du bilan carbone euh, de l'avion. Oui, euh, je confirme que les voyages de loisirs représentent 75% des vols des Français à l'heure actuelle. Vous pouvez retrouver ce chiffre dans le rapport Comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace qui a été publié par le Réseau Action Climat l'année dernière. Alors, voilà. Donc, effectivement, les déplacements professionnels en avion étaient à l'origine d'environ 30% des émissions du secteur aérien en 2019 dans l'UE. Ça a diminué post-Covid, la part est moins importante, mais pour autant, ça reste une part assez importante. Par ailleurs, ce qui est très important à noter, c'est également que, comme le disait Anthony, ces voyages se font souvent en première classe ou en classe affaires. Et donc, en fait, ils émettent beaucoup plus de CO2 que si on était sur une classe éco. Et l'autre chose qui est importante à noter, c'est qu'en fait, ces billets se vendent plus cher. Pourquoi? Bah, parce que c'est des billets souvent qui sont flexibles ou bien qui sont pris à la dernière minute. Et donc, en fait, ce sont des billets qui subventionnent en quelque sorte les autres sièges de l'avion, puisque ça va permettre à la compagnie aérienne de faire une marge qu'elle ne ferait pas sinon. Et en fait, du coup, ça permet de maintenir un certain nombre de vols, alors que s'il n'y avait que des voyages de loisirs, peut-être que ces vols disparaîtraient. Et donc, c'est aussi un énorme facteur du bénéfice des compagnies aériennes, jusqu'à 75% des bénéfices. Et par ailleurs, on peut aussi noter que parfois, ces vols d'affaires se font en jet privé et que dans ce cas-là, ils émettent 10 à 30 fois plus euh, qu'un que sur un vol sur une compagnie classique. Donc ça, c'est aussi... alors, bien sûr, on l'a bien vu ensemble hein, à la première séance. Si on interdisait tous les vols en jet privé, on n'aurait pas solutionné la question des émissions de l'aérien, mais pour autant, c'est quand même quelque chose d'important aussi pour l'exemple finalement, parce que si les élites ou les personnes les plus aisées ne montrent pas l'exemple, eh bien, personne n'a envie, enfin, il y a pas d'effet d'incitation à changer son comportement sur d'autres vols tout bêtes, en fait. Et puis, par ailleurs, ce sont souvent des vols, en fait, assez courts, courts courriers ou bien des vols intérieurs, et donc, ils sont souvent substituables par le train. D'autre part, depuis le Covid, effectivement, la situation a bien changé puisque la manière dont on communique en entreprise a été énormément eh bien, influencée par la visio, comme ce soir. Et en fait, il y a énormément de répondants donc, à un sondage qui a été fait
dans la période Covid en, au Royaume-Uni qui montre que 45% des voyageurs d'affaires européens euh, s'attendaient à moins prendre l'avion ou à ne pas le prendre du tout après le Covid. Donc en fait, n'avaient plus envie de le prendre parce que finalement, ils s'étaient habitués à un mode de travail qui ne nécessitait pas de se déplacer physiquement. Ce n'est pas le cas pour tous les emplois. Évidemment, ça n'est pas possible tout, ça n'est pas toujours possible, mais pour autant, c'est effectivement ce qu'on a constaté après le Covid, qu'il y a quand même eh bien, une baisse significative des déplacements, euh, des déplacements euh, professionnels. Et par ailleurs, quelque chose qui est important aussi, c'est que pré-Covid, on avait aussi cette impression que la multiplication, enfin, on avait, c'est pas une impression, mais les gens qui étaient amenés à voyager beaucoup en avion pour le travail, eh bien, avaient une forme de déséquilibre dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Et parfois, ça avait un impact sur leur santé. Donc, ça peut conduire à l'anxiété, de la dépression, un sentiment de culpabilité, etc. Et c'est vrai que si on est obligé de se déplacer par voie terrestre, eh bien, on voit, comme c'est un peu moins pratique, c'est vrai, ça prend plus de temps, eh bien, on se déplace moins aussi. Donc, en fait, la barrière fait qu'il y a une forme de rééquilibrage avec la vie privée. Euh, donc, c'est aussi enfin, synonyme de nombreux problèmes de santé pour des personnes qui vivent près des aéroports. Et ça, j'insiste, je préfère le rappeler parce que on oublie souvent que, enfin, on a beaucoup parlé de climat dans cette série de formations, mais il y a aussi la question des nuisances et donc des impacts sanitaires du bruit aérien et des pollutions atmosphériques aériennes sur les populations vivant à proximité des aéroports. Et puis, l'autre chose qui est importante à noter, c'est que les voyages d'affaires en avion sont aussi l'apanage des hommes. Donc, par exemple, en Espagne, je pense que le chiffre français doit être assez similaire, c'est 7 vols d'affaires sur 10, donc 7 hommes et 3 femmes. Et en fait, ça maintient des stéréotypes genrés et ça maintient en fait les femmes dans une forme bah, de, de rôle axé sur le genre, donc de soins aux enfants et aux personnes vulnérables. Et si on se déplace moins en avion, eh bien, on peut espérer un rééquilibrage de ces normes genrées. Euh, donc, dans de nombreux cas, en fait, on a pu constater que les réunions en ligne sont une alternative viable aux réunions physiques, surtout lorsque ces dernières exigent de prendre l'avion. Et c'est un peu devenu la norme pendant la pandémie. Donc, l'avantage, c'est que quand on est en virtuel, on réduit les émissions. Alors ça, c'est sûr, tout en permettant de gagner du temps, ça aussi, vous avez pu le constater, et de l'argent. Donc pour les entreprises, c'est quand même le moteur numéro un, enfin le temps et l'argent, les deux. Euh, c'est très accessible, quasiment tout le monde maintenant sait utiliser Zoom, donc il y a vraiment quelque chose d'assez finalement facile, d'un recours assez immédiat. Et puis, c'est vraiment devenu la nouvelle norme. Il y a peu de monde dans le monde professionnel qui n'est pas vraiment, qui ne sait pas ouvrir Zoom et qui ne sait pas se connecter à une visio. Par ailleurs, se déplacer en train, eh bien, peut être donc jusqu'à 25 à 42 fois moins émissif qu'en avion, donc en fonction de comment est produite votre énergie dans votre pays. Et on a également la possibilité de travailler dans le train. Donc on a aussi hein, une productivité plus importante pour les employés de l'entreprise. Et le temps de trajet porte à porte est souvent comparable à celui de l'avion. Ça, c'est vraiment la grande, euh, comment dire, la grande escroquerie de l'avion et par exemple, de la loi climat et résilience qui traitait des vols courts. C'est qu'on nous dit oui, mais l'avion, c'est beaucoup plus rapide. Bah, en fait, porte à porte, pas forcément. Et donc, c'est aussi intéressant, en fait, parce que les gares sont situées en centre-ville alors que les aéroports sont plutôt éloignés en général. Et donc, on a parfois des temps de trajet qui sont comparables. Et puis, bah, parfois, quand le train n'est pas disponible, c'est vrai que le bus va rester une alternative moins émissive que l'avion en général.
Enfin, sauf s'il est vide, mais a priori, on est quand même sur des moyens de transport qui, eux aussi, cherchent à faire le plein. Donc, il y a pas de raison que votre transport en bus soit plus émissif que l'avion. D'autant plus que, je tiens à vous rappeler, ça va être un peu une séance récap, il y a les effets hors CO2, donc pas seulement le CO2 qui est émis suite à la combustion du kérosène pour faire voler l'avion, mais aussi en fait les traînées de condensation qui vont avoir un impact sur le climat. Et donc ces traînées-là, elles alourdissent vraiment significativement le bilan carbone de l'aérien. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter un exemple. L'exemple de l'université de Gand, qui a réduit ses voyages en avion. C'est un exemple parmi d'autres et dans la version atelier de cette formation, eh bien, en fait, vous retrouvez les autres exemples en détail. Donc, vous pouvez aussi les choisir. Là, moi, j'ai choisi l'université de Gand parce que c'est l'exemple qui me parle le plus. Donc, ce sont aussi des informations qui sont disponibles en ligne, que vous pouvez aller consulter et dont je vous donnerai les liens. Donc, l'objectif que s'est donné l'université de Gand, c'était donc de réduire les émissions de CO2 des déplacements en avion d'au moins un tiers d'ici à 2030 par rapport à 2019. Il y avait aussi la volonté de trouver un équilibre entre la nécessité d'être impliqué à un niveau international, parce qu'on parle donc d'une université, et l'urgence climatique. Et puis, il y avait aussi l'envie de participer à un débat, international sur, la place de l'avion, dans le travail universitaire en tant qu'institution donc et promouvoir les alternatives durables et limiter les déplacements inutiles. À la fois donc pour le climat, mais aussi finalement pour le bien-être, des personnes qui travaillent pour, l'université. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'université a mis en place un certain nombre de métriques. Il y a, différentes en fait, en fonction de la distance à laquelle, se situe une ville où l'on doit aller pour, le travail, eh bien, il va y avoir des règles, qui s'appliquent. Donc les villes je vous montre la carte juste après, mais vers les villes vertes, accessibles en moins de 6 heures en train ou bus, le train est obligatoire, ou bien si la durée de voyage en train est inférieure ou égale à la durée du voyage en avion, donc temps de vol plus 2 heures, alors là aussi c'est obligatoire. Dans ce cas-là, en fait, l'avion n'est plus du tout proposé par l'université. Il y a des exceptions possibles, des dérogations, mais sur demande spéciale. Ensuite, si la destination finale est accessible en moins de 8 heures de train ou bus, eh bien là, le train est préféré. Pour les vols long courriers, il y a l'utilisation d'un arbre de décision que je vais vous montrer, enfin, dont je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc voilà la carte. Tout simplement, on voit donc les différents temps de trajet pour aller dans différentes villes européennes qui sont donc rattachées, enfin qui travaillent avec l'université de Gand. Et en fonction des villes, eh bien, tout simplement, les services qui réservent les billets vont privilégier le train ou proposer l'avion si jamais ça n'est absolument pas possible. Par ailleurs, il y a des incitations aussi qui sont mises en place. Donc pour chaque vol, il y a une contribution de 50 € par tonne de CO2 qui est mise voilà, enfin, dans une cagnotte. Donc elle est utilisée ensuite pour réduire les émissions dans le cadre d'un projet certifié. Ou bien pour subventionner les trajets en train, en bus et en bateau, qui peuvent être effectivement plus chers, comme on le disait au début, et financer des projets internes qui contribuent au plan climat. Et les voyages en train, bus et bateau peuvent être subventionnés à hauteur de 30 € pour les billets de plus de 100 € et à hauteur de 100 € pour les billets de plus de 200 €. Nous, on est assez quand même précautionneux là-dessus parce que, enfin, c'est super de demander une contribution par tonne de CO2, c'est une idée intéressante, mais euh, il faut pas qu'elle serve à compenser. On a parlé des réserves sur la compensation carbone dans le deuxième module sur le greenwashing. Et donc là, effectivement, quand c'est pour financer des projets internes à l'université de Gand ou quand c'est pour subventionner le train, c'est très intéressant.
quand c'est pour réduire les émissions dans le cadre d'un projet certifié, là, on a plus de réserves. L'université a aussi mis en place des petites choses qui sont assez amusantes. Donc ça, c'est un sticker, c'est un autocollant qui est donné aux personnes qui n'ont pas pris l'avion, si le choix enfin, était possible. Et ils ont aussi mis en place des petites cartes des cartes postales pour pouvoir les envoyer en racontant le voyage qui a été effectué. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais effectivement, c'est des choses assez importantes puisque l'homme est un animal social et que du coup, c'est important aussi de témoigner de ce qui se passe pour pouvoir ensuite convaincre les personnes. Donc les autres exemples qui sont disponibles le corpus de l'atelier, je vous les cite, mais du coup, on ne les verra pas en détail ici. C'est donc l'entreprise Wipro, une entreprise informatique. Il y a l'université ETH donc de Zurich, université assez connue qui là aussi a mis en place pas mal de choses. Il y a l'administration suisse également. Et puis il y a le World Resources Institute qui est une ONG. Donc tout ça, ce sont des exemples que vous pouvez retrouver soit dans le corpus, soit sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Non, tout va bien? N'hésitez pas à les mettre dans le chat, ou bien à prendre la parole, enfin à me dire que vous souhaitez la prendre. Euh, Ok, bon ben on va continuer. Alors, je vais pas vous faire le travail en petits groupes pour garder du temps pour notre invité tout à l'heure. Euh, mais donc, c'est juste une question qui est intéressante à poser aussi quand on est en atelier au sein d'une entreprise pour justement faire en sorte de faire réfléchir les participants, participantes sur les freins et les opportunités qui pourraient se présenter pour pouvoir changer la norme. Donc voilà. Euh, je vais passer tout de suite sur les réponses à ces questions un petit peu. Donc comment procéder? Alors, tout d'abord, quelque chose qui est très important avant de commencer, c'est d'analyser les émissions de CO2. Euh, et pas que de CO2 du coup, puisqu'il y a aussi les effets hors CO2. Donc de calculer véritablement l'intégralité des émissions. Parce que si vous voulez changer les règles, il faut d'abord s'appuyer sur des métriques et donc il faut de manière très rationnelle finalement savoir d'où proviennent les émissions. Donc, euh, on cherche quelles sont les données disponibles, donc quelles sont les personnes qui voyagent, pourquoi, comment est-ce qu'on sait comment ces personnes voyagent, à quelle fréquence, etc. Ensuite, connaître l'étendue du reporting, donc est-ce que l'entreprise ou l'organisation a accès aux informations ou pas? Est-ce qu'il y a, par exemple, il pourrait y avoir des personnes au sein de l'entreprise qui voyagent déjà en train par choix personnel, mais l'entreprise ne le sait pas parce qu'elle ne sait pas du tout comment ses collaborateurs voyagent. Donc ça, c'est assez important de mettre en place finalement des outils pour mesurer tout cela et pour être capable ensuite de prendre des décisions. Normalement, si c'est une très très grosse boîte, en général, les billets sont pris directement par un service dédié. Et donc, dans ce cas-là, on a accès à ces informations. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Ensuite, il faut calculer correctement les émissions. Ça, c'est indispensable. Et donc, ça doit, donc, d'une part, prendre en compte les émissions hors CO2, mais aussi prendre en compte, en fait, la classe du billet, les destinations, les différentes, les escales éventuelles, enfin, en fait, tous les paramètres qui permettent de dire euh, ce vol, eh bien, il a un bilan en carbone de temps et identifier également qui voyage le plus et qui voyage moins, parce qu'il y a effectivement des personnes qui vont voyager très fréquemment et d'autres pas. Et donc, c'est assez important d'avoir toutes ces données-là.
Donc c'est pas une mince affaire hein, déjà d'arriver à mettre la main sur ces émissions-là et à les analyser. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir des objectifs. Donc, euh, à partir de ce qu'on a collecté comme info, il peut être parfois trop tôt pour définir un objectif. Donc là, ce qui peut être bien, c'est de mettre en place des mesures volontaires non contraignantes. Euh, En fait, c'est tout bête, mais s'il y a dans l'entreprise ou dans l'université un service qui s'occupe de prendre les billets, souvent ce service en fait va faire toujours pareil. Et donc, il va pas forcément savoir comment prendre un billet de train moins cher ou bien avoir les accès aux différentes informations. Et donc, ils vont toujours passer par le même système de billetterie. Et souvent, ça va être juste pour ça qu'on prend plus l'avion. Donc, c'est important d'offrir le choix aux personnes et de proposer de ne pas prendre l'avion. Mais sur le long terme, si on veut vraiment que la norme change, il va falloir euh, mettre des contraintes. Donc, euh, vraiment avoir une politique clairement affichée en matière de voyage. Et dans ce cas-là, on peut fixer plusieurs objectifs. D'une part, un objectif absolu, par exemple, pas plus de tant de tonnes d'émissions de CO2 pour l'année un tel. Et donc ensuite, on voit comment on fait avec ce budget-là. Donc véritablement une gestion de budget avec le CO2, comme si on gérait enfin, des finances. Ou bien un objectif relatif par rapport à une année donnée. Donc c'était le cas pour l'université de Gand qui s'est donné un objectif par rapport à l'année 2019. On peut aussi avoir des objectifs en termes d'intensité. Donc les réductions en fonction du chiffre d'affaires ou des réductions par employé ou des réductions par rapport à des années de référence. Voilà. Et puis, on peut avoir des objectifs particuliers. Donc, c'est le cas dans l'exemple que je ne vous ai pas présenté de Wipro, qui s'est fixé des objectifs de réduction d'émissions en ciblant les grands voyageurs, donc les voyageurs les plus fréquents au sein de son entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai envie de dire que la chose la plus importante de cette slide, c'est vraiment la dernière chose, c'est communiquer en prenant des engagements publics. Donc ça, c'est super important. Si vous essayez de produire le changement au sein de votre entreprise ou votre université, d'obliger les personnes, les parties prenantes avec lesquelles vous négociez ces objectifs, de les obliger à les annoncer publiquement. Par ailleurs, donc, en termes de sensibilisation et de changement culturel, ce qui est enfin, il faut y aller vraiment pas à pas, mais au début, c'est important de diffuser le message de pourquoi est-ce que l'avion, c'est si, polluant et pourquoi est-ce que, eh bien, à l'échelle de l'entreprise, on pourrait facilement faire changer les choses et entamer des conversations là-dessus, sans forcément pousser plus loin, sans forcément aller voir les bons services pour faire les changements. Euh, Puis, on peut donc faire pression pour que les règles soient modifiées au sein de l'organisation. Et donc là-dessus, c'est important de frapper aux bonnes portes et d'avoir les bons interlocuteurs devant soi. Donc il faut obtenir notamment l'adhésion de la direction pour parvenir à un changement de politique durable. Mais il faut aussi avoir l'adhésion d'autres niveaux si les gens ne sont pas contents de prendre le train par rapport à l'avion parce que ça leur fait 3 heures de plus de trajet. Eh bien, vous risquez d'avoir des difficultés à ce que cette politique de voyage, elle soit pérenne. Et donc, ça semble indispensable aussi d'expliquer pourquoi on le fait et que peut-être les employés aient aussi des contreparties par rapport à ça. Ce qui est bien aussi, c'est de trouver des personnes qui soient ambassadrices du changement au sein de l'organisation, qui montrent l'exemple, qui témoignent aussi du fait que peut-être ça a rééquilibré leur vie personnelle ou bien c'est plus agréable parce qu'on peut voyager dans le train ou qu'on voyage moins tout simplement. Donc toutes ces choses-là sont aussi très importantes à mettre en avant. Il faut pas les négliger. C'est pas juste en mettant des objectifs et des métriques que vous allez tout changer. Il y a aussi le facteur humain qui est essentiel.
Et puis, quelque chose, donc il faut former des personnes et notamment des chefs de projet ou des groupes d'action pour pouvoir réduire les émissions. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir interroger Gaëtan qui va venir nous rejoindre tout à l'heure sur la question de comment ça s'est fait au sein de son entreprise, parce que je pense que ça peut nous apporter des réponses là-dessus plus concrètes. Et puis, on pourrait aussi mettre en place des mesures incitatives, telles que les Climate Perks. Donc, c'est une initiative de l'ONG Possible, une ONG britannique dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ces formations. Et en fait, ce sont simplement des mesures qui permettent d'encourager les employés à prendre le train plutôt que l'avion, parce que en prenant le train, on a un jour de congé en plus, donc un jour qui permet de prendre le temps de voyager. Voilà. Donc sur les ambassadeurs, ambassadrices, euh, là j'ai mis quelques personnes. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas forcément que dans le cadre professionnel, mais c'est quand même intéressant de voir que la norme change petit à petit parce que des personnes montrent l'exemple. Donc c'est le cas notamment de Gianluca Grimalda, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est ce chercheur qui travaille notamment sur les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc à l'autre bout du globe, et qui a choisi d'y aller par voie terrestre, mais aussi d'en revenir par voie terrestre. Et il a été licencié par son université parce que eux, ils voulaient qu'il soit là en Allemagne à une date donnée. Et en fait, il est revenu, enfin, il avait, il fallait qu'il prenne le temps de revenir, quoi. Et donc, il a intenté un procès, je crois, à l'université. Et il a beaucoup médiatisé aussi cette histoire-là. Donc, enfin, il a attaqué l'université pour le licenciement. Euh, et et c'est vrai que du coup, ça montre que, c'est possible. Et c'est très fort comme exemple parce que il y a aussi tout ce narratif autour de ben, je ne vais pas aller à l'autre bout du monde étudier des populations et en même temps nuire à leur capacité de survie en prenant l'avion. Donc voilà. Je vous ai mis aussi la photo de Camille Etienne qui est allée à la COP en voilier avec une expédition enfin, voilà, qui est un équipage qui comprenait un certain nombre de femmes. Et puis, un petit exemple aussi d'un ami à moi qui, lui, travaillait pendant longtemps en Roumanie et qui rentrait du coup avec ses trois enfants en France pour les vacances, systématiquement en train de nuit. Et donc, qui expliquait, euh, euh, voilà. Et effectivement, Gianluca a gagné son procès. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, véritablement, là, on a des exemples qui sont assez intéressants. Je vous les ai pas mis parce que c'est des conversations personnelles, mais je trouve aussi intéressant quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire bah, merci d'avoir porté cette question-là au sein de l'entreprise parce que maintenant, effectivement, je me sens plus légitime à ne pas prendre l'avion, etc. Et donc voilà. C'est important d'avoir ces personnes-là enfin, avec vous, et c'est important de montrer l'exemple dans un premier temps. Euh, Ensuite, donc oui, le train devrait être finalement l'option par défaut, s'il n'y a pas d'océan à traverser, euh, même s'il est plus cher. Ça, c'est véritablement ce que nous on pense parce que en fait, la fiscalité qui est défavorable au train, elle va pas changer du jour au lendemain. Et donc, c'est indispensable de faire quand même avec, d'autant plus dans des entreprises où, en fait, on sait que les entreprises, elles font pas forcément trop attention. Alors, une personne m'a dit tout à l'heure qu'elle faisait attention au prix et du coup, c'était pour ça que l'avion était privilégié. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, par contre, s'il s'agit de payer un billet qui est très cher, un billet d'avion très cher parce qu'il est flexible, ça posera pas de problème. Donc il y a quand même un... Je pense que les entreprises sont moins... Enfin peut-être maintenant c'est plus le cas, je sais pas, mais vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Mais quand même font moins attention au prix des choses qu'un ménage, par exemple, pour les vacances. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une marge de manœuvre sur le prix qui est intéressante à considérer.
Et puis ensuite, donc, il faut clairement interdire de prendre l'avion pour un certain nombre de destinations. Donc là, c'est la carte de l'université de Gand que je vous ai montrée. Donc, les villes qui se trouvent à moins de X kilomètres ou dans le pays ou sur le continent ou qui sont accessibles à tant d'heures de train, etc. Donc, véritablement fixer des seuils. Et puis ensuite, on peut aussi limiter ou avoir un pourcentage de réduction annuelle, sur un certain nombre de vols. Donc la limitation du nombre de vols par employé, un budget carbone par employé ou par département, un budget financier pour, les vols par employé ou par département. Ce genre de choses peut permettre progressivement, de réduire, les voyages en avion. Mais tout ce que je vous dis là, c'est vraiment basé sur l'analyse des données à la base. Si vous n'avez pas au départ les bonnes informations pour savoir qui vole, quand, comment, pourquoi dans votre entreprise, ce sera très difficile de mettre en place ces mesures. Donc c'est véritablement la première étape, même si ça paraissait évident, qui est aussi essentielle. Ensuite, il faut donc influencer les choix de déplacement et donc quelque chose qui peut être fait, c'est d'inclure les émissions de CO2 dans les critères de décision. Donc en donnant un prix au carbone, par exemple. C'est vraiment un exemple de comment on peut le rendre visible pour les employés. Hem, on peut aussi rendre obligatoire la justification des déplacements ou l'utilisation, ou utiliser des algorithmes d'aide à la décision, des arbres, de décision. Je vous en montre un juste après. Et puis, si l'avion est jugé nécessaire, alors là, on peut encore quand même réduire l'impact du vol, évidemment en choisissant la classe éco plutôt que la classe affaires ou la première. Et puis, privilégier les vols directs sans escale parce que l'avion, il va surtout émettre au décollage et puis à l'atterrissage, moins sur la croisière. Enfin, et donc, si on a une escale, ben, forcément, on a plus d'émissions. Et puis, éviter que plusieurs employés prennent l'avion, par exemple. On peut, du coup, limiter, l'impact en disant: «Bah, il y a qu'une seule personne qui va faire ce voyage. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être 10 pour aller serrer une main là-bas, à l'autre bout du monde?» Je ne sais pas. Hem, voilà et puis ensuite, on peut utiliser des compagnies aériennes qui sont plus économes en carburant, qui font des efforts, d'écopilotage, qui font attention à ce type, enfin, qui ont cette démarche. Même si, cette démarche est souvent utilisée, enfin disons, instrumentalisée ensuite par les compagnies pour faire croire que tout va bien et que leurs émissions vont réduire suffisamment alors que c'est pas le cas. Mais pour autant, c'est vrai que si, elles font attention à moins consommer de carburant, de fait, elles auront, moins émis. Et évidemment, dissuader les voyages fréquents. Hem, alors question, la limitation du bilan carbone par personne ou département. Sur ses déplacements, je suppose, et pas sur son activité. Oui, oui, là, on parle que des déplacements. L'activité, c'est autre chose. Heu, mais bon, c'est vrai qu'il y a des labos, de recherche où, on émet énormément pour la science, et ben, la question se pose aussi. Là, je suis plus dans un cadre où, en fait, l'activité qu'on a de base, elle serait pas forcément très polluante. Et que, du coup, c'est surtout les voyages, les déplacements du personnel qui vont être, le gros du bilan carbone. Voilà. Et puis, donc voilà l'arbre de décision que je vous promettais tout à l'heure. Donc en gros, il présente les grandes questions et les mesures possibles qu'une organisation peut prendre pour réduire les déplacements. Donc à chaque fois, on va se poser la question au départ: «Est-ce que le déplacement est nécessaire?» Bah, sinon, non, on le fait pas tout simplement. Et puis ensuite, on va aller, bah, creuser, est-ce que enfin, à quelle distance il se trouve et cetera et cetera. Hem Petite, parenthèse sur cette histoire de déplacement nécessaire. Moi, quand je travaillais, pas pour la réduction du trafic aérien, mais pour d'autres trucs, c'est vrai que je trouvais ça fascinant à quel point je travaillais en informatique et quand on était en retard sur un projet et ben, en gros, pour montrer qu'on était, de bonne foi aux clients, il fallait se déplacer absolument et
un jour, on avait vraiment merdé. Enfin, on n'était pas bien du tout sur un projet avec un client à Oslo. Et bah, du jour au lendemain, on me dit, bah, Charlène, il faut que tu ailles à Oslo. Enfin, alors que cette réunion, elle allait servir à rien. Enfin, j'allais pas pouvoir travailler parce que je serais dans l'avion. Et du coup, j'allais pas pouvoir enfin, avancer le projet plus. Mais il fallait juste que je sois présentement là pour leur montrer qu'on était encore en contrat, quoi. Et je trouve que souvent, enfin, j'espère que c'est moins le cas maintenant, mais souvent, on a vraiment ce genre de situation un peu ridicule dans le monde du travail où le déplacement n'est même pas remis en question. On imagine que c'est normal de convoquer les gens, de devoir les avoir avec soi pour pouvoir travailler, alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières de faire qui peuvent être bien plus efficaces. Je dis pas que toutes les réunions sont inutiles, que toutes les réunions en présentiel sont inutiles, mais quand même, il y en a beaucoup qui servent bah, de simple apparat ou bien pour la forme, quoi. Euh, donc voilà, et puis ensuite, on peut planifier autrement du coup les projets et réunions, et c'est bien le cas avec bah, la visioconférence qui permet effectivement quand même de travailler avec les gens. Donc évidemment, il faut aussi mettre en place des règles pour le faire. Je sais que pour les conférences universitaires, c'est pas toujours facile, ou bien il peut y avoir plusieurs salles, il y a des outils maintenant qui sont plutôt bien faits pour pouvoir le faire. Ça n'est pas toujours encore optimal, mais en tout cas, ça aide à se déplacer un peu moins dans l'année. Et puis, il faut aussi former les personnes et les aider à utiliser ces outils-là, parce que c'est vrai que passer 5 heures devant en visio, c'est pas vraiment possible. Et donc, il faut pas proposer ce type de format ou bien avec plein de pauses, etc., etc. Petit exemple issu du travail de Stay Grounded, nous, du coup, on est un réseau international qui milite pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes, vous l'aurez deviné. Et eh bien, on réalise une fois par an une réunion internationale où donc on l'a fait deux fois, la même réunion, à deux créneaux horaires différents pour que bah, toutes les personnes qui souhaitent s'y connecter puissent s'y connecter. Et donc, il y a deux créneaux horaires qui permettent voilà, à l'ensemble du globe de, à un moment donné, être présent à la réunion. Et ensuite, les décisions sont prises en agrégeant le résultat des deux réunions qui ont été identiques. Ça demande un peu plus de travail pour les salariés, mais ça permet effectivement d'être plus inclusif sur le mode de prise de décision. Voilà, on peut aussi donc organiser évidemment des événements, réunions dans des lieux accessibles en train ou en bus. On peut aussi se réunir, il y a beaucoup maintenant de, de salles de réunion dans les gares ou à proximité des gares. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de regrouper plusieurs motifs de déplacement en un seul. Euh, ou bien, si on est obligé de se déplacer pour le travail, on peut imaginer de rester un petit peu pour les loisirs. Ça, c'est aussi pas mal. Et puis, essayer de ne pas se déplacer pour des événements de courte durée. Choisir finalement de ne pas le faire, tout simplement. Voilà. Moi, ouais. Et puis, bien sûr, ah oui, ça c'est super important, offrir de la souplesse dans les horaires de travail pour justement que le voyage en train soit possible. Si par exemple le Paris-Toulouse dont on parlait tout à l'heure, ben, il est faisable en train de nuit en fait, mais il faut que l'horaire d'arrivée du train de nuit corresponde. Alors souvent le train de nuit il arrive tôt, mais si vous devez prendre ensuite une correspondance pour aller je sais pas où, et ben, il faut que ça puisse se faire pour arriver à l'heure au travail et donc avoir une flexibilité sur les horaires, c'est essentiel. Et puis ensuite, il va falloir ancrer toutes ces bonnes pratiques que vous avez mises en place. Euh, donc, il faut traduire donc ces objectifs et ces mesures en politique de déplacement. Et puis, on précise qui va faire quoi. Donc, qui va fixer les objectifs, qui va mettre en œuvre les mesures. S'il y a un département, un service qui est responsable du fait de prendre les billets, il va falloir du coup leur passer le mot. Et puis ensuite, faire un reporting et suivre les progrès
et ce qui a pu être, quels sont les résultats finalement. Ça peut être bien aussi de faire appel à une agence du voyage qui connaît bien les voyages terrestres. On a plusieurs exemples qui sont listés dans nos documents, dans le corpus de documents qui est à votre disposition. Voilà, ça c'est aussi, important parce que sinon, c'est vrai que les agences de voyage vont avoir tendance à, proposer aussi beaucoup de l'avion et puis, hem comme le changement est toujours difficile, il faut aller chercher, des alliés en interne, il faut fixer des objectifs réalistes à court terme. Il ne faut pas, voir, vraiment, trop haut, et il ne faut pas se décourager même si les choses avancent, moins vite que ce que vous attendiez. C'est un peu le principe de réalité, auquel il faut se soumettre là-dessus. Et ensuite, il faut agir à tous les niveaux. C'est pas forcément que au niveau de l'entreprise ou de l'organisation que les choses vont changer. Je parlais tout à l'heure de la fiscalité, qui est défavorable au train, pardon, et favorable à l'avion. Bah, évidemment, c'est pas l'entreprise qui va changer ça et qui va changer le prix des billets de train. Mais pour autant, si beaucoup d'entreprises mettent, de plus en plus, finalement, d'employés dans les trains, eh bien, il va forcément se passer quelque chose. Il y a Si la demande diminue au niveau de l'avion, déjà le mécanisme de fausse subvention des billets, de loisirs que je décrivais tout à l'heure va, s'estomper. Il y a peut-être des vols qui vont être supprimés, et puis par ailleurs, si, le gouvernement ou les députés constatent que effectivement les gens se mettent à prendre beaucoup plus le train pour, le travail et que les entreprises plébiscitent ce mode de transport et ben, peut-être que justement le soutien, à des lignes ferroviaires, qui soient fiables, efficaces, rapides, fréquentes et bien, on va revenir, ce qui est pas du tout le cas actuellement. Donc, le simple fait, en fait, que ça irrigue la culture d'entreprise permet aussi, d'irriguer ensuite le débat public et bien, de marquer des points dans la bataille culturelle. Donc ça veut dire aussi faire passer le message, discuter, échanger, donner l'information à d'autres entreprises, donner un peu l'exemple et cetera et cetera. Voilà, donc après on peut aussi plaider pour un changement des règles dans le secteur. Ça peut être, je sais qu'effectivement les universités ont à cœur de faire attention à leurs émissions et donc proposent des options en ligne pour la participation à des conférences, par exemple. Hem, on peut aussi, échanger les différents critères d'évaluation, avoir des critères d'évaluation finalement des entreprises ou des universités qui soient liés à leur politique de déplacement, pas seulement à leur, réussite et à leur, voilà, à leur, heu, prestance. Et puis, on peut aussi, après évidemment, il faut porter des mesures politiques, donc toutes les mesures que je vous ai présentées dans le troisième module, sur, et bien, voilà, le changement systémique, de mode de déplacement. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Eh bien écoutez, je poursuis, en vous présentant, les différentes ressources, utiles. Donc, vous avez, pas mal de ressources qui sont utiles, mais qui sont disponibles seulement en anglais. Sachez que s'il y a un besoin, particulier de traduction qui est identifié, on peut tout à fait, mettre de l'énergie sur le fait de traduire, ces documents. Mais c'est vrai que pour le moment, dans le public français, j'ai pas eu beaucoup de demandes, donc j'ai pas, c'est pas un travail sur lequel on s'est appesanti. Mais en tout cas, vous avez donc pas mal de guides et notamment une page entière qui est dédiée à ce sujet-là, donc sur laquelle vous pouvez retrouver, ces infos. Je vous la mets dans le chat. Et je reviens sur la question qui vient de m'être posée juste après. Vous avez donc, également beaucoup de ressources qui ont été produites par d'autres, organisations.
Donc soit différents instituts enfin, à l'international, soit aussi des ONG. Et puis, il y a aussi des projets universitaires. Donc, tout ça, c'est vraiment super utile pour pouvoir piocher. L'arbre de décision, par exemple, que vous ai présenté tout à l'heure, c'est un arbre maison qui est téléchargeable dans le support. Enfin, je vous donnerai, pardon, je vous donnerai également le lien. Mais c'est un arbre qui a été fusionné en fait de différents arbres de décision qui sont consultables dans ces ressources-là. Et puis, par ailleurs, euh, nous avons à notre disposition un réseau de consultants qui peuvent intervenir dans les organisations. Donc, si vous voulez, au sein de votre entreprise ou université, mettre en place ce type euh, de mesures, ça peut être aussi intéressant de vous faire accompagner et donc de demander à l'un de ces consultants d'intervenir. Donc c'est tout à fait envisageable, voilà, d'aller piocher des informations. Ça peut aussi être un travail que vous faites tout seul, hein, enfin, tout dépend de où en est votre entreprise ou organisation. Je pense que il y en a qui sont très avancés, où la direction va être très favorable, ou alors vous allez trouver beaucoup de soutien du personnel. Et puis il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus difficile. Et donc en fonction de la situation que vous identifiez au départ, eh bien, enfin, l'importance de faire appel à des personnes extérieures va pas être la même. Euh, donc voilà. J'avais une question dans le chat. Oui, vous aurez tous ces liens. J'envoie à chaque fois enfin, le lien vers le support. Donc, vous pourrez les cliquer. Et ensuite, par ailleurs, si vous voulez donner les ateliers, donc l'atelier, c'est vraiment cette formation-là, mais qui est dédiée à l'organisation elle-même, à être faite dans l'organisation. Dans ce cas-là, envoyez-moi un petit mail, comme ça je vous donne aussi les contenus. C'est des contenus que je partagerai la semaine prochaine, mais je peux aussi vous les partager directement si vous venez pas la semaine prochaine. Elisabeth me demande, je ne comprends pas comment un billet en classe affaires émet plus de CO2 qu'en classe éco. Alors, il émet pas plus. L'avion, il émet toujours pareil. Enfin, mais par contre, il peut avoir plus ou moins de sièges. Et si on met plein de classes éco, on peut pas mettre beaucoup de sièges. Et donc en fait, la classe éco, pardon, si on met la classe affaires ou la première, elle prend plein de place dans l'avion. Et donc globalement, si au prorata de la place perdue, la place prise par ce siège, eh bien ça émet plus que la classe éco. C'est simplement ça en fait. C'est est-ce que c'est de l'énergie bien dépensée ou pas? Et du coup, en gros, quand on calcule le bilan carbone d'un siège dans un avion, on va simplement calculer le bilan carbone de l'avion et on va diviser par le nombre de sièges. Si tous les sièges ont la même taille, mais s'il y a des sièges plus gros, enfin qui prennent beaucoup plus de place, ou même des couchettes ou les machins hyper luxueux là, qui existent, et ben là, forcément, ça va pas être le même bilan carbone. J'espère avoir été claire. Mais je pense que vous voyez maintenant ce que je veux dire. Pause. Ah non, pas du tout. Pas du tout, désolée, ça c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, comment organiser? En vrai, il reste vraiment 3 slides et ensuite, eh ben, on attendra sagement que Gaëtan nous rejoigne pour qu'il puisse nous donner son retour sur son entreprise. Donc, comment approcher des entreprises ou des organisations? Alors, le plus simple, c'est de faire partie de cette organisation. Euh, Bien sûr, mais le problème aussi, quand c'est ça, c'est que vous êtes un peu jugé parti. Enfin, en même temps, vous avez envie de faire avancer les choses et vous allez être là pour longtemps, donc vous n'allez pas les lâcher. Mais il y a aussi ce truc de, on est enfin, dans un milieu professionnel, on n'a pas forcément envie de se griller, donc c'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de trouver, ce sont aussi des personnes qui aimeraient donner ce type d'atelier directement dans les entreprises dont ils ne font pas partie, mais aller finalement au-devant des entreprises pour les convaincre de prendre moins l'avion. Et donc, dans ce cas-là, c'est à ça que servent ces slides.
Elles servent à déterminer donc le public potentiel et l'objectif de l'atelier. Est-ce que vous allez rencontrer la direction? Est-ce que vous allez rencontrer un groupe d'employés très motivés, enfin, passionnés de la question climatique et qui veulent faire bouger les lignes au sein de leur entreprise? Donc, globalement, ça c'est important à définir au départ. Qui a fait appel à vous? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé un mail à la direction et puis on vous a dit oui, vas-y, viens? Ou est-ce que finalement vous êtes introduit par quelqu'un mais qui est un peu considéré comme un illuminé au sein de sa boîte? C'est possible aussi. Donc, on rassemble les infos sur l'entreprise. Quel secteur? Combien d'employés? Est-ce que prendre l'avion, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment ou pas du tout? Quels efforts a déjà fait l'entreprise pour réduire les déplacements en avion? Est-ce qu'il y a aussi une politique, par ailleurs, pas sur les déplacements, mais est-ce qu'il y a une conscience en fait dans l'entreprise de la question climatique? Effectivement, Jean nous dit la porte d'entrée peut être aussi un syndicat. Tout à fait, je suis d'accord. Ça peut être intéressant d'aller frapper à la porte des syndicats. Donc, est-ce qu'il y a des règles ou initiatives en place sur les déplacements? Et puis, pourquoi est-ce que cette entreprise, elle s'intéresse à cet atelier maintenant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que quelque chose a bougé? Par exemple, est-ce qu'un employé s'est fait licencier parce qu'il a pris le train, comme Gianluca tout à l'heure, et puis ça provoque des remous au sein de l'entreprise. Donc là, ce serait un contexte assez favorable, mais un peu incroyable. Voilà. Et puis, quelles sont les personnes qui vont participer à l'atelier? Est-ce qu'elles sont décisionnaires ou pas du tout? Est-ce que ce sont des personnes qui vont être porteuses, motrices sur le projet ensuite ou pas? Pas de souci, Yanis. Bonne soirée et à bientôt, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, trouver des organisations intéressées par nos ateliers. Donc, ça, c'est bon, on va pas le faire parce que moi, j'ai hâte d'entendre Gaëtan sur la question. Gaëtan qui nous a rejoint. Bienvenue, Gaëtan. Voilà, vous pouvez aussi vous questionner sur est-ce que j'ai vraiment, enfin, ça peut être quelque chose qui vous intéresse d'aller voir justement le milieu professionnel. Et dans ce cas-là, un peu réfléchir à qu'est-ce qui est important pour l'entreprise par rapport à ces voyages en avion. Est-ce que s'il y a une forme d'efficacité qui est attachée à ce mode de transport ou est-ce que c'est plutôt une question de statut social? Par exemple, il peut y avoir des dirigeants qui veulent absolument pas entendre parler du fait de ne pas prendre l'avion parce que ça signifierait perdre une partie de leur vernis social et de leur privilège dans la hiérarchie d'entreprise. Donc, c'est super important de bien identifier ces leviers-là pour pouvoir ensuite intervenir. Et puis ensuite, il faut prospecter, hein, il faut envoyer des mails et voir si ça tombe dans les bonnes boîtes mail. Euh, voilà. Donc, on va pas faire spécialement le brainstorming, mais si ça vous intéresse d'en discuter ensuite hors enregistrement, ce sera avec grand plaisir. Et ça, c'est les feedbacks. Et donc là aussi, on va pas les faire tout de suite parce que je vais accueillir Gaëtan. Alors, j'arrête mon partage. Hop. Salut Gaëtan, est-ce que tu m'entends bien? Oui, et vous? Super. Oui, on t'entend, ouais. Super. Alors, attends, hop, je vais peut-être mettre ma caméra. Est-ce que tu as besoin de présenter quelque chose ou pas? Bon, je vais faire deux petits slides. Ah, trop bien. En tout cas, merci d'être là, Gaëtan. Donc, tu es employé dans une entreprise dont on taira le nom. Ça c'était pour te rappeler de ne pas le dire. Hmm. Et tu es par ailleurs militant à Nadalil, donc qui lutte contre l'agrandissement de l'aéroport de l'île-les-Quins. J'avais envie de savoir pour toi comment ça se passe, la politique de déplacement en avion. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis que tu es arrivé dans l'entreprise? Est-ce que toi aussi, tu as constaté des facilités ou des difficultés à faire changer les choses? Euh, je pense que voilà, on a tous envie de savoir. Super. Bah, merci de m'avoir invité à ce module.
Euh, bon, je tiens à préciser que je suis un petit peu enrhumé, donc si vous me voyez me moucher ou avoir mes yeux qui pleurent, c'est normal. D'ailleurs, ah oui, partager l'écran, donc je vais partager. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser Zoom, alors on va voir ce que ça donne. Je viens de passer 1 heure à dire aux gens que tout le monde savait utiliser Zoom. Oh, oups. Et voilà. Ok. 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 Est-ce que là, vous voyez ce que je vous partage? Ouais. Ok, super. Bon, moi, je vous vois plus, mais du coup, c'est pas grave. Eh ben alors, du coup, oui, je voulais vous présenter. Combien de temps j'ai, Charlène? Ouais, dis-moi. J'ai combien de temps de présentation? Ah, tu peux faire, je sais pas, 5-10 minutes, comme tu Ok, veux. Prends ton temps et après on peut échanger. super. Et ben alors, du coup, moi, je voulais vous présenter un peu le cas des déplacements de manière générale et plus particulièrement en avion dans l'entreprise où je suis depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et je voulais d'abord vous remettre un peu un contexte au sein de mon entreprise. Quels ont été les leviers finalement pour éviter les déplacements en avion? Euh, Ben, déjà, le premier qui est assez normal, c'est effectivement le métier, hein. Il y a des métiers aujourd'hui où les déplacements ne sont pas obligatoires. Je pense que si on prend le cas d'une personne qui est responsable des audits de chaînes de production en Asie, va devoir certainement plus se déplacer que des personnes en charge de l'informatique dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier levier qui est hyper intéressant, c'est de re-questionner par rapport au métier euh, le déplacement en avion. Moi, aujourd'hui, je travaille dans l'informatique, donc c'est quelque chose aujourd'hui que je peux en tout cas faire part auprès de mon entreprise en disant que mon métier ne nécessite pas forcément des déplacements dans les différents pays. Le deuxième, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué. Moi, je le vois que après le Covid, la visioconférence a quand même pris une part importante dans nos façons de travailler, que ce soit déjà avec le télétravail, que ce soit la visio, même au sein d'une équipe qui est située sur le même site de travail. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, régulièrement, je fais des visios avec des personnes qui travaillent dans le même site que moi. Donc aujourd'hui, c'est encore plus facile de mettre en avant la visioconférence comme une alternative au déplacement en avion. Euh, Comme c'est devenu une habitude, c'est plus trop un sujet. Si vous, dans votre entreprise, vous privilégiez la visio que au déplacement physique. Et le troisième, c'est vraiment ça qui est le plus structurant, c'est la politique de déplacement, politique de voyage qui est mise en place dans l'entreprise. Euh, il faut que celle-ci, elle inclut finalement une responsabilité environnementale. Alors c'est comme ça que nous, dans l'entreprise, ça a été mis en place. En tout cas, c'est dénommé de cette façon-là, responsabilité environnementale. Et ce que l'on a, et ça c'est la grande chance hein, que j'ai, et je vous ferai part après de mes expériences euh, concrètement, mais la grande chance c'est que notre politique dans l'entreprise, elle est hyper favorable à l'utilisation de moyens de transport moins carbonés que l'avion, et on a des règles qui sont écrites. Et donc, ça nous permet quand même de se baser sur cette politique pour aussi re-questionner
le caractère obligatoire du déplacement en avion. Donc, je vous ai mis ce que nous, on retrouve dans cette politique. Premièrement, c'est présentiel indispensable. Il faut re-questionner en fait cette partie-là. Il faut vraiment que le déplacement soit justifié. Euh, il faut que l'interaction physique avec la personne que vous devez rencontrer soit justifiée et apporte une valeur ajoutée par rapport au distanciel. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième, c'est dans la politique de voyage, on a aussi des règles qui mettent en avant la priorisation des modes de transport durables. Euh, donc, ça nous permet de classifier un peu, se dire, OK, bon, donc on a l'avion, le train, la voiture, etc. Et on a aussi dans cette politique de voyage un troisième axe qui rappelle en fait les objectifs de décarbonation de l'entreprise. De dire, OK, aujourd'hui, l'entreprise s'engage, comme comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, hein, s'engagent à décarboner un petit peu leur business model. Et donc, c'est de se dire, OK, nous, notre objectif, c'est d'ici 2030, faire moins de X% d'émissions de CO2. Donc ça remet ça en place aussi pour que un employé, lorsqu'il doit faire le choix, se dit, OK, ben, en fait, en participant à un voyage euh, décarboné ou en prenant l'avion, en prenant le train, je participe un peu à l'objectif de décarbonation de l'entreprise. On a également un slide qui remet un peu, qui donne un ordre de grandeur des émissions de CO2 par kilomètre, par type de transport. Typiquement, dans le document, on a avion, autant de CO2 émis, train, voiture, bus, vélo, etc. Et donc, ça permet aussi de donner une ordre de grandeur et de donner plus de, de billes aux salariés pour prendre la bonne décision. Et il y a aussi dans cette politique voyage, dans mon entreprise, un parti pris qui est de supprimer l'avion sur les déplacements nationaux. On a vraiment un slide qui dit, voilà, pour tous les déplacements nationaux, privilégier le train avec des objectifs très forts par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'on pourrait retrouver. Alors, j'ai pas tout suivi la présentation, Charlène, mais quand je suis arrivé, je voyais que vous parlez de l'entreprise. Bah, je pense que ça peut être un angle d'attaque, hein. C'est comment pousser une politique de voyage responsable, euh, plus durable dans l'entreprise. Ça peut être à travers ces trois points que je vous présente là. Sachant que le premier point aussi, aujourd'hui, on sait que le coût de déplacement des salariés, ça représente un coût pour les entreprises et c'est toujours aussi un levier intéressant à mettre en avant, hein. C'est que finalement, ne pas se déplacer, que ce soit en train ou en avion, hein, ne pas se déplacer, c'est un gain d'argent pour l'entreprise. Donc, c'est hyper intéressant aussi de peut-être euh, cet angle d'attaque-là auprès de vos entreprises. Et moi, typiquement, sur mes expériences, alors j'ai plus l'année exacte, je pense qu'il y a 3 ans, 3, 4 ans, on m'a demandé d'aller à Madrid pour une réunion de 2 jours. Et effectivement, j'ai profité de cette politique voyage pour questionner ma présence sur place. Et j'ai questionner aussi mon patron en lui disant, ben, si ma présence est indispensable, et ben, du coup, moi, j'irai en train, vu qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible grâce à notre politique voyage. Et effectivement, ça a été accepté sans problème. Alors, il y a eu des compromis, parce que comme l'avantage du train, c'est qu'on peut travailler dans le train. Le compromis a été aussi que je me déplace le temps du week-end sur l'aller et que je revienne le temps de ma semaine de travail pour le retour. Et autre exemple aussi,
On a régulièrement, moi je travaille dans un contexte international et donc on a régulièrement des réunions, on appelle ça des synergies entre les différents responsables dans différents pays. Et avant le Covid, on se voyait peut-être deux, trois fois sur l'année. Et donc, ça nécessitait automatiquement des voyages en avion. Là, depuis, on re-questionne fortement la présence en physique. Ça revient sur le point là que vous voyez sur la slide. Donc, si la présence n'est vraiment pas obligatoire et comme on a cette habitude de travailler en ligne, aujourd'hui, c'est très facile pour moi, pour ce genre de réunion, de dire, ben, je reste ici, sur l'île, je me connecte quand vous avez besoin, on échange à travers la visio, et puis voilà, et c'est également accepté par la hiérarchie. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Merci Euh, beaucoup, Gaëtan. si vous avez des questions. Ouais, moi j'ai une question, désolée du coup. Je shoot et puis ensuite si les autres veulent en poser, n'hésitez pas aussi. Mais oui, moi du coup je me demandais, donc pour l'instant en fait, la politique de voyage, elle te sert surtout toi et d'autres personnes qui ont envie d'avoir finalement de réduire leur impact carbone à questionner des injonctions qu'on peut te faire dans ton emploi. Et pour le moment, il n'y a pas de véritable politique qui serve à justement à dire aux gens, bah, en fait, là, prenez le train plutôt que l'avion, ou là, on va pas organiser cet événement d'entreprise. On n'en est pas encore là, au sein de ta boîte à toi. Non, non, non. Alors, non, non, du tout. La politique, elle est plutôt sur, moi, c'est volontariste en fait. Ça va être vraiment bon vouloir de chaque salarié au moment de se déplacer, de se questionner, mais il n'y a pas de mesure forte là-dessus, c'est certain. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que l'entreprise a pris cette politique de déplacement? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou est-ce que c'est plus généralement pour verdir son image? Comment est-ce que... ou Alors, peut-être c'est sincère, hein, aujourd'hui, mais... c'est sincère, je pense que c'est sincère, après, ça reste subjectif, la sincérité, mais c'est sincère dans le sens où c'est quelque chose qui a été mis en place certainement suite à différentes mesures de décarbonation de l'entreprise, le développement durable comme on entend souvent, et donc le transport est un axe sur lequel ils ont voulu travailler. Euh, D'ailleurs, on travaille également sur la réduction du transport aérien pour tout ce qui est marchandises. Moi, je travaille dans le retail. Et donc, il y a vraiment aussi cette question qui a été mise sur la table sur comment faire venir des produits à l'autre bout du monde sans utiliser l'avion. Donc, ça fait partie de tout ça, en fait. Ok, merci. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que comme je le disais au début, enfin, ça dépend ce qu'on produit. Mais du coup, c'est vrai que quand on produit des choses pas trop, pas trop polluantes, à part si on est Total Énergie, globalement, le déplacement des salariés va aussi être une grosse part du bilan carbone. Là, je sais pas à quel point c'est le cas pour ton entreprise. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. N'hésitez pas. Non, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais, euh, je vais donc arrêter le Zoom. Je vais vous dire, attendez, parce que vous pouvez rester comme ça, on peut parler en off. Mais du coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette séance. Si vous êtes intéressé pour porter la bonne parole au sein de votre entreprise ou de une autre entreprise ou de toutes les entreprises du monde, n'hésitez pas à me recontacter. Dans tous les cas, dans la session de la semaine prochaine, donc le module devenir multiplicateur, multiplicatrice, je vous redonnerai toutes les clés et les outils pour pouvoir transmettre ce module.
Donc il y a notamment un atelier, qui est destiné à donner en entreprise et et voilà. Pardon, j'espère que ça fera des petits et qu'on arrivera progressivement à faire réduire, tous ces voyages, non essentiels en avion. Je vous remercie. Alors, hop, j'arrête l'enregistrement.